à parler de cette loi finalement qui a été promulguée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Il s'agit de cette loi qui a été votée à l'Assemblée nationale et maintenant qui institue le poste de vice-président au Cameroun. La loi a donc été promulguée, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le chef de l'État. La question que nous nous posons ce matin est donc de savoir à quand le nouveau vice-président dans notre pays. Je passe d'abord la parole à Georges Gilbert Banla. Au-delà du fait que nous nous demandons déjà à quand le nouveau vice-président, d'autres se posent une autre question, c'est la question de profil. Qui devrait ou qui peut être vice-président de la République du Cameroun? D'abord, je voulais que les Camerounais pensent positivement, parce que ce n'est pas une rétention de l'action publique ou bien de la vie publique. Ce poste revient à la famille de Paul Biya. Ah bon? Non, je vous dis pourquoi. C'est constitutionnel? Laissez-moi parler. D'accord. Allez-y, Georges Banla. Je suis ici pour défendre les intérêts de notre famille aussi. Et il est indiqué ici que comme il a le moyen de désigner, il va désigner un de ses enfants. C'est comme ça que ça va se passer. Les gens qui ont les dossiers au TCS, les gens qui sont liés au détournement, les imposteurs doivent se rafraîchir. Il n'y a pas d'anglophonie et de francophonie pour ce cas-ci. Parce que les petits malins, je veux faire un tir ici. Alors, la famille présidentielle doit bénéficier seulement des embrouillements. On encourage les autres à être aux affaires. Donnez-moi le nom d'un seul membre de la famille. Avant, quand je ne dis pas ceux qui sont mitoyens, ça veut dire que donnez-moi seulement un seul qui est ministre. Un seul nom. Il n'y en a pas. Alors donc, c'est une famille qui doit être entre l'Église et le boostage des autres citoyens. Je vous le dis, pourquoi? Parce que il faut que cette fois-ci, qu'on comprenne que la chefferie, Bantou dit, le chef cède à son fils. Le Cameroun, c'est une chefferie? Non, laissez-moi parler. J'ai dit Bantou. Je parle bien. Maintenant, si les gens attendent que ça serait une histoire qui va aller ailleurs, chez le voisin, moi, en tant que fils aîné du chef de l'État, je le lui dis. Ça serait un très grand risque d'être dans un pays là où l'imposture est devenue légale. Les foyers d'hostilité. Le pape, à peine, il était encore dans l'avion. Il y a déjà des cadavres. Ça veut dire que les gens n'ont pas compris pourquoi le pape est arrivé au Cameroun. Il faut que l'État soit fort et sécurisé. Et je le dis ici, en ce moment, pour aider Soulé, la première dame et son mari sont en train de regarder l'émission. Ah bon? Je le dis ici, mon père ne fera jamais cette erreur. J'ai dit, le pape, quand il a entré dans l'avion, il y avait déjà des morts. À l'aéroport encore, il y avait déjà des morts. Donc ça veut dire que l'incivisme va continuer. Les gens pensent que la République doit être une République d'hostilité. Comme la loi a été votée, c'est un pays qui doit respecter la rigueur institutionnelle. Mais cette fois-ci, ça va rester dans la maison. Et il y a ce qu'on appelle les profils de compétences, si vous en avez. Moi qui suis ici, j'ai les états de service, j'ai travaillé plus de 40 ans avec l'administration. Quelqu'un m'a posé la question ici, quel est le poste que vous avez? Mais moi j'ai posé des actes en tant que citoyen, et ces actes ont été pris en compte dans la vie d'utilité publique. Donc, que les gens veulent ou pas, quand je me retrouve dans le NOZO, c'est aussi le fils de Paul Biya, et c'est une mission aussi. Donc ça veut dire que je travaille aussi pour le compte de l'État. Il est question ici de comprendre que ça va rester dans la famille. Même si vous allez faire le maraboutage, comme le président de Parti Jouan a dit, comme il y a le vaudou que vous faites au quartier là. Vous restez chez les marabouts, les Indiens sont dans les hôtels partout avec les fils rouges et tout ça. Rien ne va passer. Je vous le dis, je parle face à la caméra. Ça va rester dans votre famille. Et je le dis, le président de la République ne peut pas omettre de mettre la vie des Camerounais en jeu parce qu'il y a des petits malins qui veulent. On a eu déjà plus de 3 coups d'État ici. 2 coups d'État scientifiques, je le dis, 2 coups d'État scientifiques et un coup d'État visible, tout le monde a vu. Donc, je dis, à peine le pape a pris l'avion, on a commencé à dire, bon, attendez, allons, on va vous montrer. Mais on a dit que, laissez-moi chuter. Oui, et non, je voulais vous relancer. Hein. Okay. Je voulais vous relancer en se posant
en vous posant la question. Donc, nous pouvons nous lever comme ça dans les prochains jours et on apprend que Georges Gilbert Banla a été nommé par le chef de l'État vice-président du Cameroun. Ça vous étonne, monsieur Haïti? Vous connaissez l'état du service? Non, moi je veux... Ça vous étonne? 40 ans d'utilité publique? Est-ce que vous estimez que quelqu'un qui connaît le Cameroun comme moi qui est assis ici sous les... On a commencé au bas de la passerelle. Il ne faut pas qu'il joue au malin ici. D'accord? Donc il sait. On se regarde dans les yeux, non? Donc il sait que ce monsieur peut. Et j'aurais besoin de votre concours qu'on puisse aller ensemble. Qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Donc vous estimez qu'on va aller choisir un Bakoundou ou bien un Tika pour aller mettre là-bas? D'accord. Au niveau de la diplomatie, j'ai une assise. Donc ça veut dire que je n'ai pas un problème de gérer seul. Là où je veux demander l'expertise, par exemple, du professeur, je veux dire, mais que le professeur, par exemple, remplace le ministre de l'enseignement supérieur, je n'ai pas peur de le dire. Oh là là. Il a le profil. On va les griller encore. Non, il faut le dire. Les gens doivent aller en retraite politique. Le chef de l'État a sonné le glas. Il a dit vice-président, ça veut dire, je veux me retirer dans bientôt. Merci. Voilà. Merci Georges Gilbert Banla. Passons la parole à Solo Noriolo, qui a d'ailleurs été interpellé par Georges Gilbert. Georges Gilbert, Solo Noriolo, le président a donc promulgué cette loi tant attendue au moment où le pape était encore au Cameroun. Nous revenons sur cette grande décision du chef de l'État. Déclaration forte ce matin sur libre expression. Georges Gilbert Banla pense que ce poste doit revenir à la famille présidentielle. Il n'y a pas de débat. Je ne pense pas, c'est ce qui doit se faire. D'accord. Est-ce qu'il peut désigner quelqu'un, le fils du voisin? Non, ça ne peut pas se faire. Je le dis, mais regarde, non? D'accord. Je ne parle pas derrière. C'est compris. Sous le Noriolo. Vous savez, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Je suis très heureux. Je nage dans le bonheur de savoir que je suis assis à la gauche de monsieur le vice-président. Pourquoi pas? Vraiment, vous savez, je crois que je vais enfin me raser. Voilà. Parce que je suis à côté du vice-président. Vous savez, je ne sais pas si on doit encore continuer sur ce sujet. Débat clos. Il veut nous faire le compte rendu de la réunion de famille. La question c'était à quand? Mais ce n'est pas le compte rendu, c'est ce qui doit se passer. Mais puisque il a dit... C'est ça qui va se passer. Mais il y a une autre question. À quand la nomination? Ça va arriver. Contentons déjà d'avoir le vice-président. C'est un honneur. Vraiment, nous qui faisons, vous ne savez pas, le président est capable de tout. C'est lui qui a la signature. Dans un régime fortement présidentialiste, je le dis encore, où il y a un mystère autour de tout, où le président contrôle tout. Vous savez, en ce moment, je sais que je vais embrayer sur le troisième sujet. Il n'y a pas de remaniement parce que il y a les forces des ténèbres. Ah bon? Ont pratiquement dominé la spiritualité du président Biya. Est-ce que le président est devenu si faible sur le plan Ce n'est pas une spirituel? histoire de faible. Les gars, vous savez, ils mangent des crocodiles vivants. les gars, attendez, vous n'avez pas vu à un moment donné les crimes rituels? Non, préfère ne blaguons pas. Les gars sont dans des batailles mystérieuses. Les gars sont, je dis bien que c'est les ténèbres. Ça peut peut-être aussi justifier dans la présence du pape. Oui, bien sûr. C'est que nous avons, dès l'entame, j'ai dit qu'il y avait une bataille au niveau, et le challenge sur la spiritualité. Le président de la République s'est rendu compte que les dragons que son système a engendré, il y en a qui... Quelqu'un a dit même qu'on va sortir le nucléaire. Vous vous en souvenez? Donc, le fait que le président de la République fasse 3 sorties, 6 novembre, il parle du triomphe aux femmes, les jeunes. Le 31, il dit le gouvernement des prochains jours. Moi j'ai cru la preuve. Je suis aussi sérieux qu'une crise cardiaque en gardant. Il revient le 10 février. Il réitère. Il dit aux jeunes même que je suis même en train de chasser certains caciques, dinosaures, membres de la politique qui dirigent les sociétés d'État.
vous pensez qu'un président de la République, sage, non-dit, patriarche, peut dire ça et rien ne se passe s'il n'y a pas quelque chose? Parfois, ici, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, nous pensons que le vice-président devrait logiquement être nommé pour être soit à côté du père le 20 novembre, ou alors pour représenter le 20 mai, soit pour représenter le père et diriger le défilé du 20 mai, pour le rendre beaucoup plus attrayant, dynamique, n'est-ce pas? Donc nous pensons, et puis nous pensons aussi que ce qui fonde notre pensée, c'est parce que en l'état, si ça ne va pas chez le président, on est obligé de récupérer la formule du président du Sénat qui doit, n'est-ce pas, organiser la succession. Donc il faut forcément pourvoir le poste de vice-président en nombre, n'est-ce pas? Parce que le président de la République semble nous dire que c'est le gage d'assurance et de sécurité pour lui. Et du coup, je comprends le vice-président, ben voilà, qui dit qu'il est là pour défendre les intérêts de la famille, oui. Et que le président de la République qui regarde cette émission, c'est que c'est lui, et peut-être même le président de la République et la première dame l'ont envoyé, nous dit en des mots attendez que ce soit officiel, que c'est lui le vice-président. Qu'est-ce qui est nouveau là-dedans? Donc, le profil, nous le connaissons déjà, puisqu'il vient d'être dévoilé par Gilbert Bangola. Ce n'est pas lui, c'est Franck Emmanuel, je crois. Bon, comme il est le... Il y a aussi Junior, hein? Pour l'instant, je ne vois pas Junior. Junior est déjà majeur. Pas dans les enjeux. 35 ans, je crois. On n'a pas encore fait sauter la disposition qui fait du président. Sauf si, au niveau de la vice-présidence, on va tolérer quelqu'un de même de 22 ans, de 23 ans, vice-président. Pour l'instant, nous pensons qu'un vice-président qui pourrait continuer par achever l'œuvre du président ne peut pas avoir moins de 35 ans. Ça veut dire que dès lors que le vice-président a moins de 35 ans, il ne peut plus être... Compris. Donc, je voudrais chuter pour Chutons effectivement sur les... Il faut déjà que je vous dise, n'est-ce pas, que je suis contre le poste de vice-président. Je vous l'avais déjà dit. Bon, ça c'est un débat dépassé. Hein? Non. Le débat en question n'est pas à l'ordre du jour. La Constitution a été modifiée. La loi a été promulguée. Maintenant, vous êtes contre, vous êtes pour. Monsieur Parfait, ce n'est plus intéressant. Monsieur Parfait, oui. Avec votre permission, tout ce que vous dites, vous avez raison. Mais pour l'histoire, nous parlons aussi, n'est-ce pas, dans ce studio, un débat aussi sérieux aussi pour l'histoire. Nous en avons là beaucoup. Chaque fois que j'ai l'occasion de parler du vice-président, ceux qui ne m'ont pas entendu hier, qui m'entendent aujourd'hui, doivent savoir que je suis contre une démocratie qui fait allégeance à un seul individu qui pense qu'il peut régner pendant 45 ans, prendre le pouvoir et le donner à quelqu'un qui n'est pas élu. On ne nomme pas. C'est compris sous les. Nous continuons au niveau du débat, puisque le texte. Rien ne me dérange. C'est déjà acté. Moi, je veux que nous fassions les débats qui nous apportent quelque chose. Mais on l'a déjà dit. La loi a été promulguée. Qui est le vice-président? Nos opinions ne comptent plus beaucoup. Valère Bessala, nous parlons là des sujets très intéressants et importants, parce qu'il s'agit là de la vie de la République, et nous parlons donc de ce poste de vice-président dorénavant qui est institué au Cameroun. Pour vous, quel devrait être le profil de celui qui devrait être vice-président du Cameroun? Il y a eu plusieurs débats au niveau des équilibres en termes de communauté, en termes de région, en termes de langue, anglophonie, francophonie, et que sais-je encore. Je vous passe la parole. Alors, votre question m'amène à prendre souche dans le propos de l'autoproclamé sur le plateau. À ce poste-là, l'aîné Gilbert Bangola. Vous avez dit le profil.
Alors, je ne voulais pas entrer dans cette logique, je ne l'aime pas beaucoup, la logique famille présidentielle, mais je crois qu'il nous a ouvert la fenêtre. Je vais entrer par la porte, je ne vais pas faire des fractions. Alors, cherchons le profil d'abord dans sa famille, puisqu'il a dit que c'est sa famille qui doit avoir le profil. C'est lui l'aîné. Lui-même, il est là. C'est pas comme si on parlait dans son dos. Bon, moi, je ne sais pas. S'il pense qu'il a le profil, M. Gilbert lui-même, il nous dira ses faits d'armes. Il a dirigé, il a piloté, il a eu des résultats, et on a vu. Bon, je ne veux pas qu'il me ramène son affaire de j'étais dans le nozo, j'ai marché, j'ai dit à papa, j'ai dit ceci. Donc, il est disqualifié. Ah bon? Son petit frère, Franck Emmanuel Biya, il a dirigé où? On l'a responsabilisé quand? Les gens m'ont dit même qu'il a un décret jamais publié, conseiller spécial de son Alors, frère. pour vous, pour être chef de l'État, il faut sortir de l'écurie ou bien de la sémence administrative. Mais c'est très grave ce que vous dites là. C'est très grave ce que vous dites là. Ça veut dire simplement que pour vous, il va falloir que le fonctionnariat continue à s'installer sur les strapontins présidentiels. Mais c'est très grave. Si vous le dites, je ne voulais pas vous arracher la parole pour vous dire simplement, vous avez indiqué tout à l'heure que je suis tout au contraire, les Camerounais ont sorti d'ici. Ça, je vous l'apprends. En diplomatie, il y a ce qu'on appelle la deux configurations. Il y a la configuration officielle et officieuse. Moi, je travaille avec l'État il y a plus de 40 ans. Je suis le disciple de la discrétion et je suis quelqu'un qui a eu un matricule, si vous n'êtes pas au courant de ça. Je parle très peu. Et quand je parle très peu, je m'apaisantis sur des faits. Pour dire, je suis le seul Camerounais aujourd'hui, à mon âge, qui a écrit son nom sur un certain nombre de choses en prenant sa vie au risque et péril. Pour que vous soyez sous-préfet ou préfet. Ça, il faut le retenir. Votre patron, à Tangandji, qui est là, il sait de quoi je parle. J'ai travaillé dans le service de renseignement général avec Fauchivé. C'est ce que vous voulez savoir. J'ai travaillé avec la DGRO. Ce que vous voulez savoir, j'ai travaillé avec des services extérieurs. J'ai un matricule. Et à l'époque de Ounan Douksa, je ne parle pas avec la bouche. Moi, je ne suis pas là pour décrire un certain nombre de choses. Hein. On vous a recruté en tant que quoi? Non, mais attendez. Comme vous avez un matricule. Donc, j'ai un matricule, ça reste dans la confidence, dans mes services, c'est tout. Un point très. Vous étiez ça. Il fallait juste qu'on vous attribue un matricule. Non, c'est pas ça. Pour gagner de l'argent, il faut que vous ayez ce qu'on appelle soit une contractualisation, soit vous soyez agent de l'État, ou vous soyez fonctionnaire. C'est ça pourquoi je vous le dis. Okay. Donc, si je vous le dis, c'est pour apporter un enseignement. Cette fois-ci, vous avez trop fait. Vos enfants ont été trop aux affaires. Je le dis ici, que vous vouliez ou pas, vous allez consommer cette pilule. Le chef de l'État, le vice-premier ministre, le président de la République va choisir un de ses enfants. Et je vous donne même l'indication. Si vous estimez qu'il n'y en a pas, je vais vous donner l'indication. Nous sommes dans cette famille, il y a un fils adoptif et 3 enfants légitimes. Je peux vous donner les noms. Baola, Brenda, Junior. Il y a un seul enfant adoptif, Franck Bia. Il a Konolinga. Arrêtez vos histoires là. Non, donc, vous dites des choses très graves là. Non, je pense ça sur mon dos. Fils adoptif, ça veut dire quoi? Parce que là, moi, j'ai perdu. Fils adoptif, ça veut dire qu'il n'est pas récurrent d'une initiative biologique ou bien utérine. Non, il faut faire très attention, non, Gilbert. Je sais ce que je dis. Ce sont des déclarations très graves. Est-ce que vous pouvez le démontrer? Non, je le démontre. Je le démontre. Vous avez fait des tests d'ADN? Vous avez fait des tests d'ADN? C'est maintenant que vous connaissez ça. Non, je le dis depuis 40 ans. Ça c'est rien. Je voulais dire quelque chose. Hein. La tricherie est finie. Laissez-nous tranquilles, vraiment. Oui, on a trop manipulé cette famille où on nous sépare avec des mots, on nous sépare avec un certain nombre de choses. Est-ce que vous savez... Laissez-nous tranquilles. Georges Gilbert, que répondez-vous aussi à ceux qui pensent que vous-même, on met des doutes sur la paternité? Même si vous mettez les doutes, changez aussi ma configuration physique. Allez mettre ça dans une clinique. Vous faites des tests ADN. Il y a 2 enfants qui ressemblent pour dire comme moi. Vous pensez même, il dit Benzi. Vous ne voulez pas déranger Jean-Claude. Lui-même, dans une émission à Canal 2, il est venu à tester ça. Maintenant, il dit que je suis hors jeu. Petit frère, aligne-toi. Valère Salavon prend la parole. Non, c'est Valère qui a la parole. C'est ça. Mais quand lui prend la parole... Non, je vais Valère Salavon. Je vais demander la permission. Je vais demander la permission. Valère, vous voulez parler? Qu'il finisse. Allez-y, Valère, allez-y. Vous avez invité le vice-président pour monopoliser la parole. Bon, l'aîné, on la connaît, il connaît tout l'estime que j'ai pour lui. Mais oui, je sais. Mais là, je fais le job. Je fais le job. Il faut rester objectif. Oui. Alors, moi, j'étais sur son petit frère.
Moi, je ne distingue pas qui est l'office. Il faut qu'il y ait des distinguos. C'est ça qui crée les confusions. Alors, le petit frère... C'est ça qui crée l'impression que dans votre famille, là, vous avez encore trop de problèmes. On n'a aucun problème. Il y a les imposteurs, il y a les imposteurs. Tu es en train de régner. À Mondo Vision, vous êtes en train de régner un de vos petits frères. Lequel? Est-ce que c'est bien? Ce sont des problèmes que vous devez arranger à vos moments. Non, c'est ce que vous dites. Vous le dites maintenant parce que ça vous arrange. Et avant ça, c'était le doute. Et je ne voulais pas dire un certain nombre de choses ici, que chacun reste attaché à l'institution, mais chacun son père ultime et biologique. Qu'on arrête ça. Ça a été légalisé. Pour l'instant, moi je n'ai pas de tests d'ADN sur ce plateau. Et nous allons poursuivre le débat. Vous ne pouvez pas continuer à créer le prolixe autour de cette famille. Laissez les gens. Pourquoi vous n'invitez pas Franck Bia dans un débat? Vous dites que M. Franck Bia, venez nous dire. Vous n'avez jamais invité, pourquoi? Il a déjà dit quoi d'autre? Vous voulez un débat avec Franck Bia? Non, je n'ai pas besoin. Ah, d'accord. Parce que je connais d'où et comment. Merci, c'est compris, Georges Gilbert. Il n'y a pas de problème. Comme Valère ne veut plus parler. C'est vous qui prenez la parole, vous donnez l'autre côté. Allez-y, Valère. Voilà que je vous donne la parole. Il ne faut pas venir nous créer des incidents inutiles pour rien. Si on parle de Franck Bia, si on parle de Paul Bia, on peut parler de Franck Bia. Son petit frère. On ne sortira pas quelqu'un du quartier pour venir diriger le Cameroun. On n'a pas besoin. Maintenant, moi je laisse les cadets. Vraiment, ce n'est pas important le débat sur les cadets. Mais il y a un autre là. Il y a un autre là. Que votre belle-mère habille et met en cravate tout le temps. Son nom sort dans la SNH, sort dans les C-Stars et tout de suite. C'est votre demi-frère ou je sais pas, votre frère par alliance. Bon bref, on s'est compris. Non, ne me dites pas, donnez le nom. C'est un Franck R, c'est quoi? Donnez le nom. Franck R, je crois. D'accord, ok. Si c'est ça... Non, je suis dans l'analyse de votre famille. Vous avez dit famille présidentielle. Le débat n'est pas entre vous et moi. Le débat n'est pas entre vous et moi. Voilà. J'ai dit, mon analyse commence donc dans la fenêtre que vous avez, la famille présidentielle. Hein, monsieur le présentateur, je vais donc finir par ceux qui sont les plus importants. Et c'est cela donc que je dis, qu'on n'arrive pas à la place de Paul Biya sans avoir fait un parcours. Il ne s'agit pas d'école. Il s'agit de l'exercice du pouvoir. Vous comprenez? Très bien. Il s'agit de tenir un pan. Il s'agit de tenir un pan institutionnel, l'exercer, faire ses preuves. Alors, je conclue rapidement, et dans la famille, apparemment, ça crée trop de problèmes. Vous êtes tous disqualifiés de la famille présidentielle. Donc ça veut dire simplement que vous... Alors je sors, si je sors dans le... Si je sors... Ça fait rire, je sors... Mais voilà quelqu'un qui n'aime pas beaucoup mes enfants. Voilà, ça se voit. Si je sors... Et vous ignorez que je serai vice-président, vous allez voir, vous allez vous soumettre. Si je sors de là... Vous allez vous soumettre. Si je sors de là, et je reviens donc dans les choses normales et pertinentes. Les choses normales et pertinentes. Vous n'allez rien changer. On va donc dire que le poste de vice-président, en temps normal, tel que Biya a déjà configuré, l'Assemblée nationale, le Sénat devrait normalement, aller soit dans le nord-ouest, soit dans le sud-ouest, mais de toutes les façons dans la zone saxonne du pays. Parce qu'il s'agit désormais d'une affaire sérieuse et non d'une guignolade, familiale. Alors, si je reste donc, ça vous avez dit à Caen. Moi, c'est à Caen qui m'intéresse. Vous comprenez? Parce que ce qui est sur le profil, le président, si vraiment il veut y aller, connaît déjà. Il connaît déjà le profil. Peut-être même déjà qu'il a déjà le nom. Vous voyez? Pour moi, c'est à Caen qui m'intéresse et je sors par là rapidement. Il y a eu beaucoup de digressions dans mon temps de parole. À Caen. Moi, je ne crois pas à Caen. Non, parce que simplement, tel que j'ai vu, le texte constitutionnel, il a été amendé et achalandé. Monsieur le présentateur, j'ai compris que le président de la République, certes, on lui a introduit cette idée du vice-président parce que pour lui, il fallait qu'il se repose, qu'il ait quelqu'un qui fasse le travail, pendant que lui, il se repose, on comprend son âge. Mais ceux qui l'ont amené à cela ont introduit dans le texte constitutionnel des petits ingrédients de blocage. Je commence d'abord par les blocages administratifs. Prenons le SGPR. Un vice-président suppose que le SGPR, ses pouvoirs seront diminués. Il n'aura plus la même prégnance avec les hautes institutions, ainsi de suite, c'est clair. Alors, il n'a pas intérêt à ce que ce poste arrive. Pourquoi? Même si la stratégie était qu'on appelle le président à adopter comme un poste de vice-président. Ça, c'est bien. De deux, c'est que, regardez ce qu'on a fait, par exemple, au Sénat. Au Sénat, je crois qu'on a mis une dame qui est de l'Est. Je parle sur le compteur de Soulé, qui est de Soulé. Le président croit contrôler, à travers peut-être le petit frère de Gilbert, le président du Sénat,
et même aussi lui-même, parce que c'est son fils, c'est aussi le fils du président, le président du Sénat, mais ils ont mis un adjoint, le premier vice-président, qui est une femme. C'est une dame. Une dame, voilà, qui est de l'Est. Alors, vous imaginez peut-être ce qui peut se passer. Oh, le président est déjà assez âgé. On bloque notre affaire de vice-présidence. Il y a des trucs. Et on arrive à une situation, par exemple, où il n'y a pas de poste de vice-président. Le président en difficulté, c'est cet article-là sur le président du Sénat qui est engagé. C'est terrible. Le coup d'État familial, le coup d'État sera fait à la famille présidentielle si on reste à ceux qui pensent que cette affaire-là doit revenir à un membre de la famille. Donc, il faut c'est-à-dire que je suis en train de vous dire que ils ont amené le président à adopter cette affaire de vice-président dans le sens de l'amener plutôt de l'indisposer, c'est-à-dire que mettre tous ces gens de côté. Non, ça peut pas être ça. Donc, ils bloquent désormais le poste de vice-président parce que ça, je crois qu'on a déjà même commencé cette affaire-là. Personne d'entre eux ne voudra quitter son poste parce qu'effectivement, cette affaire-là ne va pas les arranger. Pourquoi? Il est clair que, et lui-même il a dit, c'est-à-dire tous ceux qui ont haché les caisses publiques, ainsi de suite, c'est le vice-président qui viendra régler ce problème. Vous croyez que ils peuvent accepter qu'un vice-président, quelqu'un qui ne contrôle pas, et que lui vient faire le travail à la place de Paul Biya, ils vont le bloquer. Et puis, je voudrais aussi que lui qui parle de famille, là, est-ce qu'il a intégré l'impact de sa belle-mère dans cette affaire-là? Il y a quoi? Elle a fait quoi? Ah, dites-tout. Très bien, pas qu'elle a fait quoi. Oui, elle a fait quoi? Elle est en train de faire quoi? Elle a que nous voyons et que vous alors, ce que je peux vous dire, c'est quoi? Il ne faudra pas aussi négliger ce côté-là. Je vais d'abord m'arrêter là, on peut continuer. Je crois que merci. Elle n'a jamais rien fait, vous l'avez rien dit. Merci. Vous n'avez rien dit. On passe la parole au professeur Mathias Eric Ouanangini, qui a passé le clair de son temps à sourire. Je ne sais trop pourquoi. C'est vrai que c'est Georges Hébert qui nous a amené dans ce couloir, hein, le couloir de l'analyse et entre la famille du président de la République lorsque nous parlons de la nomination d'un prochain vice-président au Cameroun. Bon, votre casquette de politologue peut vous amener également à faire une analyse sur le poste de vice-président en parallèle avec la famille présidentielle? Ce serait une analyse biaisée. Dommage. Voilà. Moi, en tant que politologue, je fais des analyses rationnelles et des analyses qui sont fondées sur un certain nombre d'éléments. Un poste de vice-président de la République a été institué suite à une révision constitutionnelle qui a été adoptée par le Parlement réuni en Congrès et promulguée par le président de la République. Au vu de cette révision constitutionnelle, les mécanismes de dévolution du pouvoir se trouvent complexifiés. Il y a un scénario qui existait déjà, c'est celui d'un intérim présidentiel assuré par le président du Sénat ou en son absence, suivant un ordre de préséance au sein du Sénat, un intérim présidentiel donc assuré par le président du Sénat avec un maximum de 120 jours avant l'organisation d'une élection présidentielle. Il y a donc maintenant un nouveau scénario qui est celui de la vacance qui permet au vice-président de la République, s'il est nommé, de pouvoir reprendre le mandat du président de la République et de l'achever. Voilà comment le mécanisme a évolué. Cela montre, d'un point de vue contextuel, que la question de la dévolution du pouvoir est désormais une question ouverte, puisque cela s'est traduit par des mécanismes constitutionnels. Tout à fait. À partir de ce moment, il y a donc différents modes de transmission qui sont possibles. Si vous réduisez le débat à la famille présidentielle, vous biaisez la question parce que nous avons affaire à deux entités différentes. Une famille, fût-elle la famille du président, et puis un État. Ce ne sont pas des entités de même type. Maintenant, le président de la République
peut décider de choisir des modes de transmission. Mais il ne choisit pas les modes de transmission de manière inconditionnée. Pour que cela soit pertinent, il faut que cela soit conforme aux mécanismes qui sont prévus par la loi fondamentale. Il dispose d'une marge de manœuvre. Il peut nommer ou il peut ne pas nommer un vice-président de la République. Donc c'est lui qui apprécie la situation. Et au vu de la situation, précisément en raison des pressions et des contre-pressions, parce que ce que M. Baon l'a fait ici participe aussi de la pression, de la même manière qu'il y en a qui disent qu'on doit nommer un anglophone, d'autres qui vont dire on doit nommer quelqu'un du Nord, d'autres qui vont dire on doit nommer quelqu'un du Sud, d'autres qui disent il fait de la pression, comme cela font de la pression. Mais le président de la République n'est pas obligé de suivre quelque pression que ce soit. C'est lui qui, de manière discrétionnaire, nomme le vice-président. Il peut donc le nommer selon plusieurs modes de transmission. Premier mode de transmission, transmission relationnelle, qui est basée sur la confiance. Il va donc nommer un vice-président. Là, nous sommes au niveau des profils. Je ne sais pas si oui, d'une certaine manière, en qui il a confiance. C'est-à-dire quelqu'un qui, de son point de vue, ne le menacerait pas. Voilà. Même en son absence. Parce que la menace, ce n'est pas seulement menace quand il est présent. Mais comment un vice-président peut menacer un président? Non, ça dit quand je dis quelqu'un qui ne le menacerait pas, c'est quoi? La menace ne concerne pas simplement la relation présente. Il peut le menacer à partir du moment où il va devenir président. Vous comprenez? Soit que le président soit encore vivant dans l'hypothèse où il aurait démissionné. Alors le vice-président devenu président peut le menacer. Ou alors, si le président n'est plus vivant, il peut le menacer en menaçant sa mémoire et en menaçant son nom. Ou sa famille. Ou sa famille. Ou sa famille. Ou sa famille. Il y a... Le président doit mettre les gardes. Voilà. Bon, maintenant, dans ce mécanisme de transmission relationnelle, il peut faire confiance soit à quelqu'un de sa famille, soit à quelqu'un qui n'est pas de sa famille. Voilà. Vous comprenez? La transmission relationnelle ne signifie pas nécessairement que c'est quelqu'un de sa famille qui va mettre. Il peut mettre quelqu'un à qui il fait confiance. Maintenant, ceux qui ont intérêt à ce qu'ils mettent quelqu'un de sa famille vont vous dire que c'est ça qu'ils veulent. Oui. Ceux qui n'ont pas intérêt vont dire qu'ils mettent quelqu'un d'autre. Transmission fonctionnelle. Oui. Et c'est celle à laquelle M. Bessala faisait référence. Oui. Il va mettre quelqu'un en fonction de ce qu'on appelle des états de service. Oui. Parce qu'un état, c'est une machine. Et cette machine-là, il faut en connaître les rouages. Il faut savoir comment ça fonctionne. Et en connaître les rouages, particulièrement quand les rouages peuvent bloquer, c'est-à-dire quand ça peut créer des pannes. Comment on répare la machine? Ça suppose donc que la personne, à ce moment donné, ait une certaine expérience. Et compte tenu de l'histoire politique et institutionnelle du Cameroun, le gros de cette expérience est une expérience de bureau. Voilà. Qu'elle soit une expérience de bureau à la base, ce que M. Bessala appelle le terrain, ou que ce soit une expérience d'état-major. Parce que la coordination politico-administrative a plusieurs niveaux. Au cabinet, la coordination de cabinet peut aussi entrer en compte. Il y a un troisième mode de transmission. C'est la transmission institutionnelle. Ça veut dire que le président ne va pas nécessairement faire jouer les éléments de relation. Il ne va pas nécessairement jouer les éléments fonctionnels, mais il va dire, en regardant, je choisis quand même le vice-président, mais ce qui est important, ce n'est pas le fait qu'il me soit proche, ce n'est même pas simplement le fait qu'il ait des états de service, c'est le fait que les institutions prévoient ce type de mécanisme pour que l'État ne soit pas menacé. Il y a... Pour terminer. J'espère que je ne termine rien. Non, il faut vous m'avez posé la question. Moi, je suis un scientifique. Oui. Si vous me posez la question, je vous réponds au fond. Le problème, c'est que je ne m'arrête pas. Non, c'est vous qui avez posé la question. Non, mais si vous me bientôt fini. C'est normal. D'accord. Mais je dis, ne m'arrêtez pas en route. Je vais vous demander de me poser la question. Allez-y, transmission régulationnelle. Oui. Même si le choix est le choix d'un homme de confiance, même si le choix se fait sur la base des états de service, même si le choix
est évidemment commandé par une mécanique institutionnelle. Le choix doit correspondre à quelqu'un qui a une certaine qualité. Et des qualités qu'exige ce type de situation. Et là, je dis clairement que ce choix-là, quel qu'il soit, c'est le choix de quelqu'un qui a une très haute élévation d'esprit. Si ce vice-président en situation n'a pas une haute élévation d'esprit, ça peut devenir un vrai problème. Qu'est-ce que j'appelle élévation d'esprit? C'est un certain sens de la vertu. Une hauteur qui fait qu'il n'est pas rancunier pour attaquer tel ou tel, que ce soit des individus ou des groupes ou des communautés. Un sens élevé de la justice, c'est-à-dire savoir qu'il est dans un pays complexe, un pays multicommunautaire, un pays multinational qui a deux types de régulation, qui a une régulation d'État, mais qui a aussi une régulation de société. Ça dit que l'État c'est une chose, mais l'État n'est pas tout le pays. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure en termes de responsabilité que vous ne pouvez pas attribuer tout à l'État et à son chef. Il y a le pays qui est le socle sociologique sur lequel l'État se construit. Je finis. Et c'est le plus important, monsieur Haïssi. Oui. C'est la transmission civilisationnelle. Ça veut dire qu'on ne se contente pas de nommer un vice-président. Derrière, il y a un programme pour stabiliser le pays, mais pas simplement le stabiliser pour des raisons politiques, mais le stabiliser aussi avec une vision de transformation positive de la société. Ça veut dire que ça doit s'accompagner politiquement d'un certain nombre de réformes pour permettre précisément que, quelles que soient les difficultés, les problèmes que le Cameroun avance, que le Cameroun puisse mieux tirer parti de ses capacités, de ses compétences pour que le pays se transforme. Parce que la situation impose un certain nombre de restructurations et de réformes. J'en ai terminé. On dira merci au professeur pour cette typologie. Vous avez vu que les assises de la transmission sont bonnes. De pouvoir concernant le vice-président à venir au Cameroun. On a l'impression que ce n'est pas chose aisée pour le chef de l'État. Et voilà pourquoi je pose la question à Fadima Tou, qui est du RDPC. Avec cette typologie, la tête du chef de l'État n'est pas du tout au repos, avec toutes ces pressions, je le disais tout à l'heure, communautaires, régionales, pression au niveau des langues. Pression des lobbies, pression des lobbies, peut-être même pression venant de l'international, voilà, ainsi de suite. Nationaux. Que devrait faire le chef de l'État? Nous pensons que si le Cameroun, ou bien le peuple camerounais a fait confiance à l'homme Paul Biya, il sait exactement pourquoi il l'a fait. Parce que c'était l'unique profil capable d'amener le Cameroun vers des sentiers plus stables et sécurisés. Et lorsque nous prenons appui sur son discours d'investiture, dans lequel il annonçait les réformes, nous comprenons justement exactement où le président voudrait nous amener. Le président nous laisse voir en lui, à travers ses actions, quelqu'un qui a à cœur la stabilité du Cameroun. Parce que les réformes, c'est vrai que oui, on s'était hâté, a dit oui, gouvernement. Lorsque les choses sont en train de se dessiner, vous comprenez qu'il est en train de mettre des jalons. Pour, non seulement les gens parlent de la sortie, j'avais demandé à quelqu'un sur un plateau qui vous a dit qu'il va où. Pour le moment, c'est du Cameroun qu'il s'agit. Et dans l'exposé des motifs, lorsqu'il a introduit le projet de loi au Congrès, il était question pour lui d'assurer une forte présence, ou bien une présence efficace du Cameroun à l'international. On ne va pas faire un dessin. C'est vrai que les gens qui courent encore pour le moment, parce qu'ils ont un certain âge, estiment que le fait pour lui d'avoir un autre âge, dont il est conscient, serait un problème. Lui, il dit, oui, j'ai un problème avec, je ne peux plus courir comme il y a 20 ans, comme il y a 30 ans, comme il y a peut-être 40 ans. Mais nous voulons avoir quelqu'un qui pourrait porter le Cameroun sur le plan international. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, sur ce même plateau, il y a certains magiciens, ou bien certains théoriciens, il paraît qu'on les aime beaucoup,
qui faisait, les autres faisaient les flèches pour montrer que non, le carton qu'on a mis là, c'est pas le président. D'autres faisaient des flèches pour vous dire que cette lettre-ci, la haute institution, si ce n'est pas le président, on a dit que ce n'est pas lui. Sur ce plateau. Bon, sur plusieurs plateaux, les gens l'ont fait. Il y en a qui se... Il est mort aux États-Unis, on a pris le corps. Il y a eu tellement de choses. Ils connaissent tout. Il est important pour le président de clarifier les choses. Et je crois que cette clarification vient battre en brèche. Vous avez compris que vous vous rendez compte que depuis un moment, il y a plus ces problèmes des hautes institutions. Parce que les gens ont compris que le président est en train de baliser le terrain. Il est en train de consolider la sécurité de l'État ou bien la stabilité de l'État. C'est vrai que quand vous les écoutez en sublime, de manière subtile, ils auraient aimé qu'il y ait chaos pour qu'ils trouvent qu'ils se frayent leur chemin, mais ils sont fâchés parce que les choses sont en train d'aller vers la droite ligne. Le poste de vice-président, madame. La continuité de l'exécutif. On chutera par là. Les mêmes sur vos plateaux, monsieur Parfait ici, lorsque feu président du Sénat était vivant, on dit non, c'est la même bande de grabatés, il ne peut rien faire, ils vont voir ce qu'ils vont. Et ils ont l'art d'expliquer ça. Il disait que le président du Sénat, c'était un vide juridique. Celui qui va remplacer n'a même pas la poigne, il n'est même plus fatigué que l'autre. Et en même temps, rien n'est précis. Pour le poste du vice-président, on vous dit clairement que en cas de vacances de la présidente de la République, il y aura une continuité de l'exécutif. Donc, il finit le mandat. Il ne touche pas à la Constitution, il ne change pas de gouvernement et il peut être candidat. Pour l'efficacité de l'exécutif, monsieur Parfait ici, peut-être il va faire plaisir à ceux qui pensent qu'il faut forcément aller au nord-ouest et au sud-ouest pour résoudre le problème du Cameroun. Peut-être cela sera le passé, mais est-ce que ce ne sera pas également Fatima Tour, est-ce que ce ne serait pas aussi une bonne manière, hein, peut-être pour le président, montrer que nous sommes dans l'apaisement, nous sommes dans la recherche de l'osmose. Il serait idéal que nous puissions nommer un ressortissant du nord-ouest et du sud. Non, ne pensez même plus à ça. Lorsque vous pensez au Cameroun de manière clivée, de manière dualiste, parce que moi j'ai un neveu qui a fait l'école, nous l'appelions chez nous le Mbasso, parce que lui il a sa façon de fonctionner, il a forcément fait l'école anglo-saxonne et il fonctionne comme ça. Lorsque ce problème d'anglophone et de francophone s'était posé, je lui ai demandé que, mais toi finalement, tu es d'où? Ça fait une manière de rouler en sortant du nord-ouest sud-ouest. Vous prenez cet argument-là. La complexité du Cameroun fait que on ne peut pas penser le Cameroun de manière unilatérale sous le prisme de l'héritage de la colonisation. Il faudrait qu'on prenne en compte, par exemple, monsieur Parfait ici, lorsqu'on vous met dans le grand groupe ECAM, quand vous arrivez à Yaoundé, on vous dit que vous n'êtes pas du Fundi. Quand vous arrivez dans dans la Mefouakono, on vous dit non, vous n'êtes pas, peut-être vous êtes du grand clan Mbarakono qui se trouve un peu partout, mais vous n'êtes pas d'ici. Vous n'êtes pas en Fouda. Ce sont des petites réalités. Est-ce que ce n'est pas le dilatoire que vous êtes en train de faire? Non, permettez, c'est des réalités qui malheureusement constituent ce que nous appelons notre Cameroun. C'est pour cette raison que nous estimons, et monsieur le professeur l'a dit avec beaucoup de... comme d'habitude, c'est un seigneur, et que ce soit le seigneur dans l'enseignement, que ce soit... Apparemment, c'est votre allié. Apparemment, c'est votre allié. Il a dit, celui-là qui doit être appelé, je crois que le président sait exactement où il veut nous amener, doit avoir un sens aigu de la nation, de la patrie. Parce que si malheureusement quelqu'un arrive et pense qu'il est là parce qu'il est trop beau, parce qu'il est trop fort,
il serait très dangereux pour le Cameroun. C'est que ce dont le président a à cœur, c'est la sécurité institutionnelle, c'est la sécurité institutionnelle, comme je l'ai dit. Nous marquons une autre touche posant, et en marquant cette touche opposant, je vous propose très humblement de suivre ce reportage qui revient sur le Fonds monétaire international, qui exprime donc sa confiance dans les ambitions minières du Cameroun. Suivons plutôt.